avait fallu moins d'un siècle pour que les maîtres de forge deviennent des capitaines d'industrie et que les paysans quittent leurs terres pour trouver du travail à l'usine. En Allemagne et en France, la même histoire s'était répétée. Les usines avaient grossi jusqu'à devenir des villes dont les patrons étaient les maîtres. Le fer était devenu le symbole du progrès et la fierté des sidérurgistes. Ils avaient contribué à l'expansion du chemin de fer, mais aussi au développement sans précédent de l'armement. L'industrie de l'acier régissait les rapports de force entre les États, car la puissance d'une nation se mesurait à la puissance de sa sidérurgie. Après mai 1945, ces rapports changent. L'Allemagne est vaincue, l'Europe est détruite, et l'industrie va vivre des bouleversements radicaux. Les États qui jusque-là avaient laissé les mains libres aux maîtres de forge vont chercher à contrôler la sidérurgie. Après avoir eu 2 guerres mondiales, le système tel qu'il existait avant, d'équilibre entre les États en Europe, n'est pas un système qui peut tenir. Et donc, les dirigeants réfléchissent déjà à ça pendant la guerre. Et donc, il faut un autre modèle, qu'il faut un modèle de coopération, et qu'il ne faut pas un modèle qui se limite à espérer que l'équilibre des forces garantisse la paix. À l'époque, l'analyse politique et économique a mené à se dire si ces métiers, à savoir l'énergie, charbon, le pétrole, ça n'existait pas, ou à peine, et l'acier, c'est-à-dire la guerre. La grosse Bertha était encore dans les esprits. Si ces 2 métiers ne sont pas organisés d'une manière différente entre Européens, on n'est pas sûr que ça ne recommence pas. Après la guerre, la France règle ses comptes. Les industriels doivent répondre aux accusations des socialistes au sujet de leur collaboration avec les nazis. Que les têtes des traîtres tombent, parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice. Le Conseil national de la résistance qui gouverne réclame la nationalisation de tous les grands moyens de production. Certains y voient une sanction contre les industriels et surtout la fin des monopoles et des cartels incarnés par le Comité des Forges, le puissant syndicat du patronat sidérurgique. En 1946, l'État français nationalise l'industrie du charbon. Les maîtres de forge perdent ainsi la mainmise sur l'un des piliers de leurs empires. Cependant, les affaires reprennent et les barons de l'acier, comme les 2 Wendel, peuvent remettre à leurs fidèles ouvriers la traditionnelle médaille du travail. En Allemagne, les Alliés décident de juger les patrons qui avaient activement soutenu l'effort de guerre nazi. Alfred Krupp, l'héritier de la dynastie, est arrêté dans ses bureaux de la villa Hügel. À son procès à Nuremberg en 1947, les témoignages accablants se succèdent sur la nature inhumaine des traitements infligés aux prisonniers dans les usines. La sentence tombe. Alfred Krupp est reconnu coupable, comme d'autres industriels, pour l'utilisation de travailleurs forcés. Il est condamné à 12 ans de prison et à la confiscation de tous ses biens. Pour les Alliés, il faut reconstruire l'Europe sur de nouvelles bases, ce qui signifie pour eux anéantir la sidérurgie et toute l'industrie allemande, de manière à ce que l'Allemagne redevienne un pays agricole. La Ruhr n'est plus qu'un immense chaos. Pourtant, dans les usines, les machines sont intactes et les mines de charbon n'ont pas été touchées par les bombes. Les Alliés vont donc finir le travail. Le démantèlement dure 4 ans. Des centaines de milliers d'Allemands se retrouvent sans travail avant que les Alliés ne réalisent que la sidérurgie allemande est indispensable à l'Europe. On arrête les démontages et les ouvriers réintègrent les usines. Les syndicats, interdits pendant 12 ans par le régime nazi, sont de retour et veulent se faire entendre.
Les patrons avaient peur, très très peur qu'on devienne communiste. Je vous ai dit que le Parti communiste faisait 25-26% aux élections juste après la guerre. Alors le patronat avait très peur. Si on devenait communiste, les patrons perdaient tout de suite leur place. Nous voulions la cogestion absolue, et donc diriger les entreprises. À l'époque, les syndicats ne voulaient pas que des patrons comme Krupp et Thyssen continuent à diriger leurs entreprises. Les Français étaient contre la cogestion. J'ai toujours entendu la même chose. Vous, avec votre cogestion, vous vous laissez embobiner, pas vrai? Alors que nous voulons lutter, disaient les Français. Si quelque chose ne nous plaît pas, on plaque tout et comme ça, l'affaire est réglée. Mais on ne veut pas discuter, flatter, etc. Vous voulez rentrer dans des conseils de surveillance, vous voulez être à la tête. Nous, ça ne nous intéresse pas. Chez nous, c'est la lutte qui prédomine. Et nous, on était contre cette idée. Le grand développement du mouvement syndical de la sidérurgie, c'est 1945. Alors à quoi l'attribuer? Bon, il y a la résistance quand même, qui est comme grand espoir, on va transformer le monde. Mais peut-être aussi, c'est la deuxième génération de travailleurs émigrés qui ont vécu ce qu'ont vécu leurs pères et qui ont un niveau d'instruction et d'organisation différente et qui effectivement installent les syndicats dans la sidérurgie. J'étais sollicité pour être délégué du personnel. Bon, me présente sur... Mon père apprend ça. J'arrive à la maison. Ma mère, qu'est-ce qui t'arrive? Ton père est rentré hier soir, malade. T'es foutu. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois mon père. Il dit, te vois maintenant? Ben, t'es rayé. Je suis rayé de quoi? Je travaille. Mais te monteras pas dans la profession. T'es foutu. Puis si un jour ils peuvent, ils te foutront à la porte. Il en était malade. Depuis la fin de la guerre, beaucoup de gens pensent que le moment est venu de faire table rase du passé et des rapports qui lient patrons et ouvriers. Pourtant, dans les grands bassins sidérurgiques, malgré le renouveau du syndicalisme, les maîtres de forge et le paternalisme régissent toujours la vie des ouvriers. L'école, qui depuis la révolution industrielle est l'un des leviers du système, forme, en fonction des besoins de l'usine, des masses d'ouvriers et de contremaîtres. Ce qui est bien dans le paternalisme, là, c'est que les enfants d'une famille ouvrière qui avaient des compétences et qui travaillaient bien dans les écoles pouvaient finir ingénieurs. Ils préparaient pour les écoles d'ingénieurs. Et ensuite, le père étant ouvrier, le fils pouvait bien finir comme directeur d'usine. Hein. Quand je suis sorti de l'école, je voulais devenir électricien. Et mon père m'a dit, oublie, laisse tomber, demain tu commences chez Krupp. Il m'avait mis sur son vélo. Je n'avais que 14 ans et quand il m'a emmené chez Krupp, il m'a présenté en disant « Voilà mon fils, il voudrait travailler ici. » Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Mon instituteur aurait souhaité que je me dirige plutôt vers une fonction plutôt dite littéraire. Il disait à mon père « Ton gamin, il arrivera bien à faire un postier ou un instituteur. » Vous voyez. Et mon père « Ah non, ça c'est pas des métiers. Si on arrête en cours de route, on n'a rien chez Schneider. Si on s'arrêtait la première année de l'école privée, on s'orientait vers un métier, mouleur, puis forgeron, puis tourneur, puis fraiseur, puis ajusteur, des métiers de plus en plus nobles. J'ai commencé à 14 ans, j'étais aux élèves, j'ai fait 2 ans d'apprentissage. Et ensuite, on a passé le CAP et on est parti travailler avec les hommes. Mais dans les ateliers, la majorité des hommes ne sont pas passés par les écoles professionnelles. Ils ont appris leur travail sur le tas et occupent le plus souvent les derniers rangs de la hiérarchie. Ils s'en manœuvrent et tout est fait pour qu'il le reste. Ceux qui avaient le savoir, ils n'avaient pas trop envie de le partager parce que le savoir, il vous faisait évoluer. Hein? Le gars qui avait le savoir, il devenait chef. Donc c'était pas dans son intérêt d'expliquer aux manœuvres qu'il allait devenir aussi malin que lui puis qu'il allait peut-être être chef, peut-être plus haut que lui. Donc il fallait que chacun reste un petit peu à sa place. C'était encore valable il y a 30 ans, ça.
Un jour, je suis devenu chef fondeur et mon patron m'a demandé si je voulais suivre la formation interne. J'ai donc passé un diplôme de sidérurgiste. C'était un diplôme qui n'était valable que chez Krupp. À 23 ans, j'étais le plus jeune contremaître et à 28, le plus jeune chef des contremaîtres. Les progrès techniques ont été nombreux depuis le début de l'ère industrielle, mais le savoir-faire des hommes reste le principal outil de la sidérurgie. Le contremaître et l'ingénieur contrôlent la fusion en observant l'état du magma à travers de petits verres bleus. La sidérurgie est encore une affaire de coup d'œil, de tour de main et d'expérience. Mais dans ces années d'après-guerre, l'habileté des hommes ne suffit plus. Dans les usines et les mines, le matériel est vieillissant. C'est avec le plan Marshall, l'aide financière américaine, que l'Europe va assurer la relance de son industrie. Les mineurs et les sidérurgistes deviennent alors les héros ouvriers du renouveau. Le chancelier Adenauer arrive à Paris pour participer à la conférence du pool européen acier-charbon. La première visite depuis la guerre d'un chef de gouvernement allemand et le témoignage du désir de la France d'effacer toute possibilité de conflit avec l'Allemagne. Puissent tous les Allemands avoir le même désir. Le plan Schuman se propose de réunir sous une même autorité supranationale les ressources minières des bassins lorrains, rhénans, sarrois, belges et luxembourgeois. Chaque pays obtiendra sur un pied d'égalité les matières premières nécessaires à son industrie, dans un régime jouissant de l'aide américaine. La communauté du charbon et de l'acier, fondée en 1952, est l'une des premières étapes vers la communauté européenne. Elle organise l'approvisionnement en matières premières, contrôle la production dans un marché florissant et distribue les subventions et les pénalités. C'était quand même la grande période de reconstruction. Bon, on s'était amusé, entre guillemets, à casser le passé, à détruire. Et les 30 Glorieuses, pour parler français, on était en plein dedans. 30 Glorieuses, 45, 75. On était en plein dedans et donc personne ne se posait trop de questions sur la justification ou pas de tel investissement nouveau dans les années 60 ou autre, parce que la croissance et la consommation d'acier étaient en train de s'envoler. Bénissez, nous vous en supplions humblement, ce fourneau, et détournez-en les astuces et les ruses du démon, et rendez-le utile et productif. Que les ouvriers professionnels sachent obtenir, par la vertu d'un feu bien réglé, un métal convenable. Accordez-leur aussi qu'en même temps augmente en eux la grâce du salut. Nous vous le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. En France, les ouvriers savourent les fruits du renouveau économique. À l'extérieur de l'usine, le potager, le bistrot, les fêtes et les commémorations ne sont plus les seuls exutoires au travail. On se détend, on se rencontre, on imagine l'avenir. Les fils marcheront sur les traces de leur père. Eux aussi auront un travail à l'usine, puis un logement, et peut-être un jour les moyens d'acheter une voiture dont ils auront sûrement laminé la tôle. Les jeunes filles trouveront un mari et un emploi dans les bureaux. L'Allemagne est elle aussi en plein miracle économique. Alfred Krupp reçoit dans son château les chefs d'État du monde entier. Sorti de prison en 1951 après avoir purgé 6 ans sur les 12 que prévoyait sa peine, Alfred Krupp, le Phénix, renaît de ses cendres comme tous les industriels allemands condamnés après-guerre. De nombreux pays cherchent à développer leur sidérurgie et c'est à Essen qu'ils viennent acheter du matériel et parfois des usines clés en main. La sidérurgie amorce à cette époque ses premiers pas vers la mondialisation. Hier in dieser Steppe, in der Landschaft Orissa an der Stelle des primitiven Dorfes Roquela, soll im größten Entwicklungsland das größte Werk entstehen, das je von deutschen Firmen errichtet wurde. Die neue Zeit bricht ein in den ärmlichen Frieden. Pour bâtir son industrie sidérurgique, la jeune nation indienne fait appel aux ingénieurs et aux architectes de la firme Krupp qui bâtissent un complexe sidérurgique où, comme en Europe, l'usine, la ville et l'école ne font qu'un. Le paternalisme européen va prendre ici une nouvelle forme.
Dans cette usine modèle, pas de maître de forge et de vieilles familles. L'usine appartient à l'État et les ouvriers travaillent pour la jeune nation indienne. And the German plan was so beautiful that even as on today, l'usine allemande était si belle que jusqu'à aujourd'hui, on admire cette conception de l'usine et de la cité. Chaque quartier a un immeuble pour les loisirs, qu'on appelle Community Center, un centre de soins médicaux et, pour l'éducation des enfants, une école. La société nous propose tous ces services et nous, on profite de ces installations. Dans cette usine ultramoderne, les machines ont commencé à remplacer les hommes. Comme partout dans le monde, la productivité est devenue le maître mot de l'industrie. La jeune sidérurgie indienne ne va pas échapper à la règle et les ouvriers comprennent que l'avenir ne sera pas radieux. Moi, j'ai commencé comme Kalassi, c'est-à-dire comme ouvrier non spécialisé, en 12 ans. J'ai tout appris, j'ai tout fait, mais moi, je n'ai pas eu de promotion. À cette époque, quand quelqu'un commençait comme ouvrier non spécialisé, il partait en retraite comme ouvrier non spécialisé. C'est la politique de la direction de l'usine de Rourkela. On ne peut pas donner beaucoup d'argent aux ouvriers. Notre gouvernement pensait qu'il fallait avant tout donner du travail aux gens. Il ne fallait pas que l'on fasse du profit, mais que l'on soit au service des gens en créant des emplois. C'était l'idée, et donc on employait beaucoup de gens. Ensuite, on s'est rendu compte que le profit aussi était important. L'idée a donc germé que l'on devait augmenter la production tout en réduisant les coûts, c'est-à-dire les salaires, etc. Et donc qu'il fallait réduire progressivement la main-d'œuvre. En cette fin des années 50, la concurrence internationale se fait plus rude. Une guerre des prix s'engage. Afin de s'adapter aux nouveaux impératifs du marché, beaucoup d'entreprises européennes fusionnent. En France, l'industrie sidérurgique lance, avec l'argent de l'État, la construction des usines géantes et ultramodernes de Dunkerque et de Fos-sur-Mer. Ces deux usines sont situées en bord de mer afin d'accueillir les immenses navires chargés du minerai australien ou brésilien, moins cher et de meilleure qualité que le minerai lorrain. C'est un coup dur pour les vieilles régions sidérurgiques françaises qui voient s'éloigner le travail. La sidérurgie française s'est trouvée assez rapidement confrontée à la nécessité de conduire des investissements considérables. Et pour ce faire, la structure Wendel, qui était une affaire familiale en continuité et simple en quelque sorte, s'est singulièrement compliquée, notamment par la création de ce qu'on appelait la SOLAC, c'est-à-dire en fait la mise en place, financée par le plan Marshall, d'une immense installation sidérurgique qui s'appelle la SOLAC et qui était une coopérative. Et les Wendel, à ce moment-là, je dirais, ont accepté, ce qu'ils n'avaient pas fait pendant des générations, de partager en coopérative un équipement de façon à le mettre à la dimension de la compétition mondiale dans ces domaines. Vous avez là toute une évolution qui a été liée à la nécessité d'investir de façon considérable dans des installations qui dépassaient évidemment les capacités d'une affaire familiale. Pendant cette période un peu folle, là, il fallait produire à tout prix et produire de mieux en mieux. Parce qu'avant, on comptait pas trop les rebuts entre nous, hein, c'est pas important. Et il a fallu produire de mieux en mieux. Les gens commençaient à... Parce qu'on gagnait énormément d'argent, mais à partir d'un moment où il y a eu un peu la concurrence, on a commencé à regarder les prix de revient, etc. Serrer un peu les écrous, compter les rebuts, de la qualité. À partir de ce moment-là, il a fallu du personnel mieux formé. On est passé de la main-d'œuvre où il fallait des bras à la main-d'œuvre où il faut de la tête. Et ça n'a pas été toujours évident. La sidérurgie a toujours été une industrie de main-d'œuvre, basée sur l'expérience des ouvriers. Mais au début des années 60, l'automatisation s'accélère. Désormais, l'ouvrier spécialisé est chargé de la surveillance et de l'entretien des machines. Le savoir-faire qui faisait sa fierté va être sacrifié sur l'autel de la productivité.
Mais l'industrie réclame encore des bras pour effectuer les basses besognes. C'est à l'étranger, encore une fois, qu'elle recrute sa main-d'œuvre. En Allemagne, ce sont des Turcs qui arrivent massivement, et en France, des milliers de travailleurs maghrébins. Quand on arrivait, ils nous ont montré le foyer où on allait habiter, on allait loger. Après, ils nous ont amené un petit snack, pour manger. Et après, ils nous ont donné une casserole, une cuillère, une fourchette, un couteau, ainsi de suite, et 200 francs français pour terminer le mois. Quand je suis arrivé, j'étais manœuvre. Manœuvre, donc, au laminoir, donc je tirais les wagons. Généralement, si on était manœuvre toute sa carrière, il n'y avait pas de promotion, surtout à ce niveau-là. On était attaché à une fonction, et la fonction, on l'a gardée. Il n'y avait pas de perspective de carrière. La perspective de carrière, c'était chez les emplois de bureau, chez les techniciens. Il pouvait y avoir des ouvriers qui passent contremaître, mais c'était assez rare. Et là aussi, je crois que c'était indépendamment des origines nationales, c'était le plus souvent en fonction des capacités. Avec une réserve peut-être chez les Maghrébins, j'en ai guère vu qui passent contremaître. Je crois que j'en ai pas vu. Moi, j'ai rien appris. J'ai pas eu de métier, j'ai pas de métier, j'ai rien. Donc, je ne pouvais pas dire, c'est pour ça que je disais, je ne peux pas dire que je suis un sidérurgiste. Je n'ai pas de métier, j'ai rien. Demain, on va dire, tiens, tu es un sidérurgiste, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, rien à part le pontier. Pas plus. On a souvent donné à ces gens des tâches que leurs collègues allemands ne voulaient pas faire. C'est vrai. Et personne, aucun comité d'entreprise, n'aurait rendu public le fait que les collègues turcs, je dis turcs, mais il y avait d'autres nationalités, étaient forcés à faire le sale boulot. Ça, personne ne voulait en parler. En tant que Turc, on n'avait rien. Et même quand on avait son propre casque, acheté par nos propres moyens, qu'on amenait avec nous, il arrivait parfois, et ça je l'ai vécu, qu'on nous le prenne et qu'il soit remis entre les mains d'un collègue allemand qui, lui, avait oublié son casque. Et si on protestait, on nous disait « Tu balais. Il y en a 3 autres là qui prendront volontiers votre boulot. » On était à leur merci, sans droit, soumis à l'arbitraire. On était comme des bêtes de somme. Nous étions embauchés pour travailler pendant les jours fériés et de nuit. Ils venaient en sortir quelques-uns du lit, même s'ils venaient de travailler 10 heures et qu'ils n'avaient dormi que 3 heures. On les appelait « Tu dois revenir tout de suite. Nous avons besoin d'un homme pour remettre les machines en route. » C'est ainsi qu'était préservée la santé des travailleurs permanents. Pour le patronat, l'immigration n'est pas la seule source de main-d'œuvre. Pour répondre aux fluctuations du marché et des carnets de commandes, l'industrie se met à rêver à des contingents d'ouvriers flexibles. Des travailleurs sans avenir dans l'entreprise, dont on n'aurait assuré ni l'embauche ni le licenciement. Comme partout dans l'industrie, la sidérurgie va recourir aux sociétés d'intérim. Moi, j'ai connu une situation où l'on se servait des intérimaires à moitié esclaves contre les travailleurs permanents. Et les travailleurs permanents, soit ils nous détestaient, soit ils nous méprisaient parce qu'ils pensaient qu'ils sont de plus en plus nombreux et ils vont finir par nous voler notre travail. Et leurs emplois étaient menacés. Il y avait toujours plus d'équipes sauvages pour pratiquer le dumping salarial, pour inquiéter les travailleurs permanents et les mettre en concurrence avec d'autres. Regardez, ils travaillent beaucoup plus, ils acceptent tout, donc s'il vous plaît, faites attention. Ne vous révoltez pas, sinon ils vous remplaceront. Tout cela était très bien calculé. Les temps ont changé, comme la nature du travail et le poids des industries métallurgiques dans l'économie européenne.
Les maîtres de forge qui incarnaient l'âge d'or du patronat vont disparaître et emporter avec eux leurs rituels et les dernières traces du paternalisme. Charles Schneider, le dernier de la dynastie, meurt. Le 10 août 1960, au Creusot, il y avait tout le long des rues, tout en noir, une partie de la population à genoux. C'est impressionnant. Et il y avait quoi? 1 kilomètre de queue pour venir s'incliner devant la dépouille de mon père, comme pour un chef d'État. C'est quelque chose d'inimaginable. Je pense qu'il y avait une forme de respect réciproque. Quand je serrais la main de quelqu'un, moi j'avais 4 générations derrière moi, mais eux aussi. La mort de mon père était une annoncée de la mort de la sidérurgie. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. La présence des familles s'était quand même estompée, même s'ils étaient encore des actionnaires puissants dans les différentes sociétés sidérurgiques. À ce moment-là, je crois qu'on entre plutôt dans l'ère... j'allais dire de l'ère des managers. Enfin, il faut aménager ça, parce qu'il n'y a pas que des managers. Il y a encore mélangé les managers avec les familles. C'est vrai qu'il y avait aussi tout le poids de cette histoire qui fait que si on avait tenu le coup en traversant la Révolution française, puis ensuite la guerre de 1870 et ensuite de guerre mondiale, on se disait qu'on était presque insubmersible. Ça, je pense en effet que c'est exact, ce sentiment était très fort. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, der letzte Alleininhaber des Unternehmens, das früher in der Welt mit Essen identifiziert wurde, stirbt am 30. Juli 1967. Er hat eine durch sein Testament errichtete gemeinnützige Stiftung zur Alleinerbin seines Vermögens eingesetzt. Der Erbverzicht seines Sohnes Arndt ebnete den Weg. Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung wird die alleinige Gesellschafterin der neuen Firma Friedrich Krupp GmbH. Je constate que les entreprises familiales ici en Allemagne ne sont presque plus dirigées par une seule personne. Beaucoup ont compris, et ils étaient obligés de le comprendre, qu'il fallait impliquer un management externe. Aujourd'hui, le management d'entreprise est beaucoup plus complexe qu'à l'époque. Autrefois, il y avait peu de produits et un marché limité pour ces produits. C'était moins complexe et gérable par une seule personne. Aujourd'hui, vous ne pourriez pas diriger une entreprise comme ThyssenKrupp tout seul. À partir du moment où vous avez un manager externe à l'entreprise, ça existait autrefois aussi, il doit beaucoup plus expliquer, il doit se justifier auprès de ses actionnaires. Les décisions prennent beaucoup plus de temps. Je suis sûre que Krupp n'aurait pas prospéré si rapidement sans la famille, qui était toujours prête à se sacrifier et qui renonçait toujours à l'héritage et à l'argent en faveur de l'entreprise. Ce que j'ai compris assez vite, et je pense que mon père qui présidait Wendel Siddelor l'avait compris lui aussi, c'est que les évolutions de la sidérurgie étaient telles que l'idée que la vieille structure de maître de forge pourrait se maintenir n'était plus de mise en fait. Hein. Et je veux dire que mes parents en fait ont eu l'intelligence très vite de me faire comprendre qu'il s'agirait dans la vie de trouver ma voie, mais qu'elle n'était pas toute tracée d'avance, et tant mieux d'ailleurs. En 1973, la sidérurgie européenne est détrônée par le Japon. La même année, l'augmentation sans précédent du prix du pétrole provoque une crise mondiale. La demande d'acier chute, les prix s'effondrent, les stocks grossissent et les pertes s'accumulent. Les années glorieuses de la sidérurgie sont sur le point de s'achever. Le bâtiment de la Communauté économique européenne à Bruxelles. Ici, sans doute avant mercredi, M. Davignon tranchera, au nom des sidérurgies européennes, face aux japonaises. M. Davignon se fâche, avait-on dit. Il déclarera sans doute l'état de crise manifeste. Dès qu'il y a une difficulté économique générale, ce que nous sommes en train de connaître en Europe, l'acier est le premier frappé. Il menacera les patrons allemands qui se déchirent. Il imposera des réductions de toutes les productions d'acier. Il interdira le dumping allemand. Les amendes vont pleuvoir. L'Europe de l'acier est pratiquement morte.
on s'est dit, il va falloir quand même savoir travailler avec de moins en moins de personnes. Donc il faut que deux choses. Premièrement, on convainque certaines personnes que sortir de cette saga sidérurgique, c'est quand même pas un drame. Et deuxièmement, convaincre ceux qui restent qu'ils ont un avenir. Beau sujet, au pluriel. Je rencontre des copains, dont un qui est adjoint au maire, là maintenant, tout ça. Puis je leur dis comme ça, les gars, vous sentez pas venir la poudre, là? Oh non, en bas c'est le creusot. Je dis, c'est pas le creusot, c'est la sidérurgie. Il semble que l'orientation gouvernementale est pour se débarrasser de la sidérurgie. Pas rentable. À l'annonce des plans massifs de licenciement, c'est la stupéfaction et l'amertume chez les sidérurgistes français, qui croyaient que la modernisation de leurs usines allait leur permettre de conserver leur emploi. Ils comprennent maintenant que la sidérurgie française est trop lourdement endettée. Certains avaient senti le vent tourner quand le minerai venu d'autres continents avait remplacé le minerai lorrain. Les mines de fer avaient fermé les unes après les autres. Aujourd'hui, c'est au tour de la sidérurgie. On s'est dit, la seule manière de les convaincre, individuellement et collectivement, syndicalement, etc., c'est de leur démontrer par A plus B qu'ils sortent parce qu'ils ont déjà un nouveau métier. Ce qui était un pari pas tout à fait mesquin. Et on s'est organisé pour qu'il en soit ainsi. Non pas pour créer des emplois, parce que c'est le système économique qui crée les emplois, c'est pas tel ou tel acteur, mais de manière égoïste pour préempter les emplois qui étaient demandés dans d'autres métiers autour de nos usines en faveur de nos sidérurgistes et pour les préparer psychologiquement mais aussi professionnellement avec de la formation de reconversion à assumer finalement dans un autre environnement de nouvelles tâches, y compris celles qu'eux-mêmes se donnaient lorsqu'ils se mettaient à leur compte. Et je dois dire que ça a marché. J'ai pris mon compte parce que je savais que mon secteur allait fermer. Et à l'époque, ils proposaient le fameux pactole de 50 000, celui qui veut retourner dans son pays. Et ils ont modifié, ils ont dit, on donne même ceux qui veulent rester ici, mais qui créent un emploi pour lui. L'objectif d'Usinor, c'est pas pour qu'on réussisse. L'objectif, c'est de faire partir les gens, volontairement. Donc, il faut... alors que les gens ils viennent, ils demandent, ils disent, voilà, moi je crée une entreprise où j'achète un commerce, tout de suite, ils donnent le feu vert. Sans réfléchir à l'avenir de la personne. Et la preuve, c'est que la majorité des gens, si on peut les contacter un par un, la majorité, il n'y en a pas un qui a réussi. Les reconversions, ce sont des moments très forts. Ce sont des moments très forts sur le plan humain parce que vous vous rendez compte en profondeur de ce que sont les gens, de ce qui importe pour eux et de leur désarroi parfois. J'ai eu la responsabilité de nombreuses reconversions, hélas, dans diverses régions de France et aussi à l'étranger, je pense à la Belgique notamment. Et c'est poignant d'aller à l'intérieur d'une usine qui sait qu'elle doit fermer et que chaque fois vous avez un raisonnement sur qu'est-ce qui est bon pour que l'usine continue à produire pendant encore quelque temps et qu'est-ce qui est meilleur pour reconvertir les individus et leur trouver un avenir et une vision un peu plus éclairante sur leur avenir. Et quand vous vous posez ce problème, c'est extrêmement poignant, c'est extrêmement également interpellant pour les dirigeants.
Alors, ce qui a été un petit peu dommage, c'est qu'on a laissé croire aux gars que s'ils s'amélioraient, s'ils produisaient plus, s'ils faisaient plus de qualité et en plus grande quantité avec moins de personnes, s'ils réduisaient leurs coûts, alors là, on a attaqué les plans de réduction de coûts, le plan d'amélioration de la qualité, ci et ça, et chaque fois, les gars, tiens, ça y est, on a gagné 50 balles à la tonne, le patron fixe un objectif. Il était atteint, à pas de peau, non, pendant ce temps-là, la concurrence avait un niveau en dessous, et tout doucement, 25 000, 20 000, 15 000, puis un jour, fermé. À l'annonce des fermetures, c'est l'explosion dans les bassins sidérurgiques. D'importantes manifestations ont lieu en Lorraine. En mars 1979, la mobilisation est nationale. À l'initiative des syndicats, entre 100 000 et 200 000 personnes venues de toute la France vont manifester à Paris pour défendre la sidérurgie contre les plans de démantèlement. Ici Lorraine Cœur d'Acier, la radio de lutte de la CGT. D'un côté, la foule innombrable et pacifique des travailleurs de toutes catégories, entourant fraternellement les sidérurgistes, avec pour seul objectif le refus du démantèlement de tout un secteur économique, de la mise à mort de toute une région. En face, ceux qui n'hésitent pas à jeter sur le pavé des dizaines de milliers de travailleurs, pour le plus grand profit des multinationales européennes, ceux qui sont prêts à sacrifier le potentiel industriel, culturel et humain de la France aux intérêts égoïstes des seigneurs d'aujourd'hui. Des centaines de milliers de travailleurs ont dit non à la casse de la sidérurgie, non au licenciement, oui à l'espoir de vivre et de travailler chez eux, en Lorraine, dans le Nord ou ailleurs. Malgré les propositions des syndicats, l'arrivée des socialistes au pouvoir et de nouveaux plans de restructuration, les usines ferment et laissent des dizaines de milliers d'ouvriers sans travail. Pour atténuer les effets de la crise, la communauté européenne va abondamment financer les plans sociaux et tenter de favoriser l'implantation de nouvelles activités. Les maîtres de forge s'étaient organisés depuis 2 siècles pour qu'aucune entreprise ne vienne s'implanter près de chez eux. Il n'existait que la sidérurgie et sa disparition annonçait la mort de régions entières. J'ai l'impression d'être orphelin. On avait tellement, pendant 130 ans, vécu que de l'usine, et d'un seul coup, l'usine s'effondrait, ça a vraiment été un cataclysme, je dis, non seulement économique, mais social et culturel. Il faut bien voir que le fait que toutes les références, qu'il s'agisse de l'école, de l'habitat, des églises, des associations, toutes étaient liées à cette imbrication de réseaux qu'avaient construite autrefois les familles. Ça a entraîné un sentiment d'effondrement du monde total dans lequel ces gens évoluaient lorsque la crise s'est produite. Donc ce paternalisme qui a accompagné de manière, à mon avis, plutôt positive l'ensemble des phases de croissance de la sidérurgie s'est révélé un accroissement de la catastrophe quand la crise a produit l'effondrement. Au début des années 80, les Schneider cèdent progressivement le contrôle de leurs activités sidérurgiques à de nouveaux actionnaires. Le groupe de Wendel est au bord de la faillite. En 1982, l'État décide de nationaliser la sidérurgie. Le contribuable devra éponger les dettes. Les de Wendel, eux, se lancent dans la finance. La famille quitte la Lorraine et les gardiens des cités qui veillaient au respect du règlement patronal disparaissent à leur tour. En France, entre 1950 et les années 80, la courbe de la production avait augmenté considérablement, tandis que celle de l'emploi avait touché le fond. L'industrie sidérurgique française, qui comptait 160 000 salariés, va se séparer de 3 sidérurgistes sur 4. En 1987, c'est l'Allemagne qui est touchée. Quand il y a eu les premières annonces que l'usine allait fermer et que personne ne savait s'il allait continuer à travailler,
de grandes entreprises dans les environs et des services municipaux se sont manifestés en nous disant « Ne manifestez pas, restez chez vous, buvez une bière, on va vous embaucher ». Et tous les jours, les journaux disaient que ces entreprises avaient besoin de 20, 50 ou 100 croupiens. Les travailleurs Krupp étaient très demandés parce que c'était des gens dociles, qui ont toujours été satisfaits de leur vie. Et ça, de génération en génération. Das Stahlwerk Rheinhausen. 90 Jahre lang war es das Herz des linksrheinischen Duisburger Stadtteils. Generationen haben hier Stahl gekocht. Als sich Hunderte von Arbeitern am Morgen des 27. November 1987 vor der Verwaltung des Werkes versammelten, da wollte kaum einer so recht glauben, was Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen seit Stunden berichteten. Die Hütte wird dicht gemacht. Wir sind nach wie vor der Meinung, und ich möchte deshalb auch hier keine falschen Hoffnungen aufkommen lassen. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass unser Konzept das Richtige ist. Wir sagen aber gleichzeitig, dass wir alle Alternativkonzepte mit dem Betriebsrat und mit Sachverständigen diskutieren und überlegen werden. Le PDG voulait nous expliquer en quoi le fait de ne plus avoir de travail était un avantage. On n'arrivait pas à comprendre ce qu'il disait. De toute façon, ça n'intéressait personne. L'intention était claire. Ensuite sont venus les politiciens qui expliquaient que c'était un problème européen et qu'il fallait regarder partout en Europe. Les gens commençaient à rentrer chez eux. Ils partaient et là je me suis dit, bon, il est temps que toi aussi tu dises ce que tu penses sur le sujet. Je l'ai fait de mon propre gré et pas seulement comme sauveur, mais parce que ça me concernait aussi. Moi aussi, j'étais chez Krupp. J'y ai fait ma carrière et moi aussi, je ne voulais pas perdre mon travail. Da treibt man die Kruppsche Arbeiterschaft zur Arbeit an wie noch nie. Da wird die Belegschaft dezimiert in unerträglicher Weise. Und dann kommt der Dr. Krumme, nachdem wir alle im Dreieck springen, und knallt uns den Dolch in den Rücken. Aber noch leben wir. Das Buch der Geschichte ist jetzt aufgeschlagen. Und jetzt liegt es an euch, hier mal ein paar neue Seiten zu schreiben. Lasst die Generationen, die nach uns kommen, nachlesen, wie man einen Arbeitskampf führt und wie man diesen Vorstand in die Knie zwingt. C'était un discours qui donnait du courage à tous, qui appelait à la résistance et prononcé par un directeur d'usine Krupp qui était censé être de l'autre bord. Le bras de fer dure 5 mois. Les sidérurgistes obtiennent 6 ans de sursis avant que les usines ne ferment définitivement. En Allemagne, à la fin des années 80, les effectifs de la sidérurgie ont diminué de plus de 50%. De nombreux hauts fourneaux sont détruits, comme pour effacer l'empreinte de plus d'un siècle d'histoire industrielle et sociale. Mais pour les sidérurgistes, de chaque côté du Rhin,
Ces traces sont indélébiles. Depuis les années 90, la production de pays comme la Chine, la Corée, le Brésil, le Japon et l'Inde a augmenté considérablement, gagnant progressivement les premiers rangs mondiaux. Ces industries, qui sont nées bien après le 19e siècle, n'ont mis que quelques décennies pour rattraper et dépasser l'Europe. Pour continuer à exister, les sidérurgies allemandes et françaises ont dû prendre de nouveaux tournants. Il n'y a plus de maîtres de forge. Il y a encore des patrons sidérurgiques. Mais les patrons sidérurgiques sont des patrons comme des patrons d'autres entreprises avec une structure de capital, avec des actionnaires, avec le cas échéant des intérêts personnels de leurs affaires dedans. Mais aujourd'hui, le rapport à l'intérieur du secteur n'est pas différent de la sidérurgie, de la chimie, de l'énergie, du textile ou que sais-je. Aujourd'hui, l'exception qui a duré plus longtemps dans le domaine sidérurgique qu'ailleurs a disparu. Aujourd'hui, l'industrie sidérurgique, grâce au ciel, elle existe encore, elle est importante et ses clients sont devenus internationaux comme elle-même est devenue internationale, mais elle se gère dans un contexte économique global avec les instruments habituels de la gestion des sociétés. Les cités ouvrières se sont dépeuplées. Quelques hauts fourneaux ont échappé à la destruction. Ils sont devenus des musées où les derniers hommes du fer témoignent de leur histoire et de leur culture ouvrière. Dans d'autres régions du monde, les révolutions industrielles sont en marche. Comme en Europe, il y a 200 ans, des usines poussent près des bassins miniers. Des villes grandissent autour des hauts fourneaux et des laminoirs. Comme hier, des milliers de femmes et d'hommes quittent les campagnes et parfois leur pays pour trouver du travail dans les usines. C'est totalement injuste que l'on aligne les salaires par rapport aux autres pays simplement pour garder notre travail. Nous devons avoir suffisamment d'assurance pour dire « Nous vivons ici et nous avons besoin d'un travail payé convenablement. Et si c'est impossible, nous devons partager le travail. Et si ça aussi c'est impossible, eh bien nous devons parler du but et de l'objet du travail. C'est quoi le travail au juste? Est-ce que c'est uniquement une question d'exploitation? C'est une idée du travail complètement absurde, uniquement tournée vers le profit et la croissance. Nous devrions nous demander si cette croissance incessante a du sens. Elle se trouve où exactement, cette croissance? Ici, il n'y a que de la concurrence sauvage. D'abord dans notre pays, puis au niveau européen, et maintenant c'est devenu mondial. तिथि शुद्ध गाजन